Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de cette session d'information. Ils sont prêts pour un nouveau départ dans le domaine du sport. Il s'agit des acteurs sportifs béninois. Ils l'ont fait savoir ce jeudi à Cotonou au ministère des Sports au cours d'une réunion à laquelle Oswald Omeki les a invités. Vous aurez le point dans cette édition. Le 20e congrès électif du Synco Béni, syndicat des cheminots de l'organisation commune Bénin-Niger, s'est tenu ce jeudi à Cotonou, à l'Infosec, en présence des cheminots, syndicats affiliés et autres responsables. Les précisions dans ce journal. Et puis, nous irons en République démocratique du Congo, où les enlèvements deviennent fréquents face à l'inertie des autorités et de la police. Bienvenue à toutes et à tous. Le vent du nouveau départ souffle enfin sur le sport béninois. L'acte significatif de cette avancée a eu lieu ce jeudi à Cotonou. C'était au cours d'une réunion qui a réuni le ministre des Sports et l'ensemble des acteurs sportifs. Judical Polikapaïdjinou, Cyril Agbo. Oswald Omeki, Julien Minavoa et l'ensemble des acteurs sportifs béninois prêts pour un nouveau départ dans le domaine du sport au Bénin. Ces différentes parties consentent ainsi à œuvrer au rayonnement de ce sport tant au plan national qu'international. Cette avancée est en fait la phase conclusive d'une réunion qu'elles ont tenue ce jeudi après-midi à Cotonou. Cette réunion a succédé à plusieurs autres séances de travail au cours desquelles chaque composante du sport béninois a mené des réflexions. Côté mouvement sportif, les réflexions aboutissent à la rédaction d'un mémorandum dont voici un pan. L'introduction au Parlement d'un projet de loi sur le financement du sport qui crée les conditions favorables au sponsoring. L'instauration du statut de l'athlète de l'élite à qui l'État devra consentir le nécessaire descent. Le rétablissement du comité olympique dans son rôle légal de préparateur et d'organisateur de toutes les manifestations sportives à caractère national, régional, continental, international. La question de la subvention à bonne date des fédérations pour leurs compétitions nationales et internationales respectives. En somme, un catalogue d'ambitions qui a obtenu un écho favorable auprès du ministre des Sports. Ce mémorandum me paraît assez réaliste, assez fidèle, assez expressif des difficultés qui sont les nôtres et des différentes étapes par lesquelles nous devons passer si nous voulons régler le problème du sport béninois. Les propositions du mémorandum des acteurs sportifs du Bénin, Oswald Omeki les a épousées, d'autant qu'elles rejoignent celles contenues dans sa politique de développement du sport au Bénin, une politique qui sera mise en branle bientôt. Je lancerai dans quelques jours le programme d'action sectorielle, donc pour ce qui concerne le département ministériel dont j'ai la charge, qui est le programme du gouvernement dans le domaine du sport. Ce programme est à la fois ce que vous pensez et souhaitez et ce que le gouvernement pense et souhaite. Ce programme sera un programme réaliste. Ce programme contiendra des réformes institutionnelles qui n'ont pas besoin de ressources, mais simplement de votre accompagnement, de votre adhésion. Et ces réformes ne sont rien d'autre que ce que vous souhaitez vous-même et que vous avez exprimé à travers le mémorandum. Précisément, ce programme prend en compte, entre autres, la réalisation de la cartographie sportive béninoise, l'instauration d'un nouveau mode de financement des fédérations sportives. À ce sujet, le ministre des Sports a martelé son intention de promouvoir l'égalité des chances pour toutes les disciplines sportives. Sans conteste, son propos a suscité des réactions du mouvement sportif, dont la plus dubitative est celle de cet acteur du handball qui, selon son dit, craint que la mafia n'émousse les acteurs du ministre des Sports. Mais Oswald Omeki n'est pas une dupe, il sait comment atteindre ses objectifs. Il en faudrait donc plus pour l'en empêcher, lui qui considère avoir signé un pacte avec les fédérations sportives ce 21 juillet 2016. C'est ce qui s'appelle faire date.
Le 20e congrès du Senko Béni, entendez syndicat des cheminots de l'organisation commune Bénin-Niger, s'est déroulé à l'Infosec de Cotonou ce jeudi. Objectif, faire le bilan des activités du bureau et procéder à l'élection d'une nouvelle instance dirigeante du syndicat. C'est Dieudonné Lokossou qui a dirigé les travaux. On fait le point avec Moria Goua et Denis Marouya. C'est par une minute de silence en mémoire des cheminots qui ont quitté ce monde que le congrès du syndicat octogénaire a ouvert ses travaux ce jeudi à l'Infosec de Cotonou. C'est d'abord à Hassen Adjovi, le secrétaire général du syndicat des cheminots de l'organisation commune Bénin-Niger, Senko Béni, qu'est revenu le mot de bienvenue. Les travailleurs cheminots croupissaient constamment sous le poids de la misère à nul autre pareil. Conscients de l'importance du rôle du chemin de fer dans le développement social, culturel et économique de nos deux pays, nous avons œuvré, dès notre prise de fonction, à rendre plus fort notre syndicat afin de conquérir, de sauvegarder et de libérer les garanties sociales des travailleurs cheminots jusque-là confisqués. Ce congrès permettra à tous les délégués venus de tous les secteurs du chemin de fer Bénin-Niger de travailler, de réfléchir, d'échanger sur la modification des textes fondamentaux qui régissent le fonctionnement de notre organisation syndicale en vue de les adapter au contexte nouveau dans lequel nous sommes enlisés depuis que Bénirail a débuté ses activités il y a bientôt 1 an. Le secrétaire général du Sintra Bénirail a rappelé entre autres les problèmes qui minent la vie des travailleurs comme les salaires dérisoires et leur non prise en charge par Bénirail. Il appelle le gouvernement à bien vouloir jouer très rapidement leur partition dans la situation de crise judiciaire qui impacte négativement non seulement le développement des rails dans les deux États, mais aussi la vie professionnelle et sociale des cheminots en activité et en retraite. Le représentant du ministre des Infrastructures et des Travaux a eu quelques mots réconfortants à l'endroit des congressistes. Alors, ce congrès ordinaire, le 20e du Nord, se tient dans un contexte social marqué par la concession de l'ex-OCBN à Bénirail, caractérisé par le gel prononcé par la justice des activités de l'entreprise ferroviaire. Eu égard à tout ceci, et sans vouloir épiloguer sur tous les aspects de ce sujet, je voudrais vous rassurer que pour la sauvegarde de vos emplois et pour le développement économique et social du Bénin et du Niger à travers la reprise des activités, le gouvernement trouvera dans les tout prochains jours, ensemble avec vous, la partie nigérienne, une solution définitive. Dieudonné Lokossou a exhorté les congressistes à une autocritique. Nous sommes à un congrès. Vous devez faire vos propres critiques et autocritiques pour aller de l'avant. Les luttes intestines, les querelles de clochers, on doit les mettre de côté. C'est sur ces mots d'exhortation militante que je déclare solennellement ouvert votre 20e congrès et plein succès à vos travaux. Ce 20e congrès du Senko Béni connaîtra l'élection et la présentation du nouveau bureau exécutif qui conduira les destinées de cette organisation syndicale. L'actualité hors du Bénin à présent, dans l'est de la République démocratique du Congo, les enlèvements sont devenus monnaie courante face à l'inertie des autorités et de la police. Les ennuis ne sont pas terminés pour Floribert Kambale Safari. Son enlèvement de son village de l'Est du Congo en mai dernier s'était pourtant bien terminé. Ses kidnappeurs demandaient 1 500 $, mais les 500 $ que sa famille a pu réunir ont finalement suffi. Mais Floribert doit maintenant rembourser ses proches. Une tâche difficile car il ne gagne que 5 $ par mois en vendant un alcool de banane, le Kasiksi. Et il a peur de retourner dans sa plantation. Je ne sais plus comment est-ce que je vais faire. Je ne gagne que 5 000 par mois. Alors où est-ce que je trouverai les 500 $ d'autrui? Dans le Nord Kivu, le cas de Floribert est loin d'être isolé. Fermiers, imams, prêtres et fonctionnaires sont kidnappés et libérés après le versement d'une rançon. Des ONG comme la Croix-Rouge ont dû interrompre leurs opérations pendant plusieurs mois. Malgré les disparitions, la police n'intervient que rarement, tout en reconnaissant la gravité de la situation.
Nous cherchons à mettre à contribution les maisons de télécommunications parce que ces ravisseurs le plus souvent, ils utilisent des téléphones. Et donc, nous sommes sur des pistes qui pourraient éventuellement nous permettre de mettre la main sur eux. Depuis quelques mois, l'armée assure la protection de convois se rendant dans la région. Insuffisant pour des victimes de kidnapping comme Isaac, il tente de passer inaperçu après son enlèvement en septembre dernier. En ce moment, la journée, je peux sortir me promener un peu, parce que c'est le jour. Mais la nuit, je ne peux pas me promener, et personne ne doit savoir où je passe la nuit. Ces enlèvements pèsent lourd sur l'économie de cette région défavorisée du pays. Un fléau qui se nourrit de l'insécurité qui gangrène la province depuis plus de 20 ans. Rendons-nous à présent en France où plus d'un mois après les inondations, l'eau s'est retirée, mais le calvaire commence pour les agriculteurs d'Île-de-France. Céréaliers et maraîchers craignent que les moissons ne soient marquées profondément par ces intempéries. Reportage. Caresser ses épis de blé, un geste que cet agriculteur fait normalement bien volontiers. Mais à quelques jours de sa 13e moisson, Nicolas Galpin a le moral dans les chaussettes. On est 7 semaines après les inondations et voilà, l'eau est toujours là, stagnante. On sent une odeur de pourriture. Ici, comme dans de nombreuses exploitations d'Île-de-France, il est tombé en 3 semaines autant de pluie qu'en 6 mois. Résultat, les sols n'ont pas réussi à absorber toute l'eau et surtout cette humidité a fait exploser la fusariose des champignons qui atrophient les grains. Ils contiennent aucune farine, en fait, il y a juste l'enveloppe du grain et ça va être un énorme problème pour nous et puis toute la filière pour utiliser ça en meunerie. Même inquiétude pour les betteraves à sucre dont la récolte est prévue à l'automne. Avec le manque de température et de luminosité au printemps et surtout l'excès d'eau qui a compacté le sol, elles n'ont quasiment pas poussé pendant un mois. On va se retrouver à récolter des betteraves peut-être de cette taille-là, alors que normalement une betterave c'est 1 kilo, c'est gros comme ça, quoi. Un peu plus au nord de l'Essonne, ce jeune agriculteur a lui aussi eu ses champs recouverts d'eau. Des milliers de pieds de pommes de terre se sont retrouvés ainsi asphyxiés, sans possibilité de se développer normalement. Tout ce que l'on voit par exemple sur cette zone 6, c'est uniquement de la repousse. Elles ont poussé à l'extérieur des buts. Et vous avez très peu de pommes de terre de qualité. Donc ces secteurs-là vont être systématiquement déclassés. Installé depuis moins d'1 an, Nicolas Powell s'attend à une baisse de 20 à 30% de sa récolte, avec des pertes pouvant aller jusqu'à 4 à 5 000 euros par hectare de patates. C'est la même chose qu'une gueule de bois. On aura travaillé beaucoup plus qu'une année normale, dans le sens où ces intempéries-là ont provoqué beaucoup d'interventions derrière, beaucoup d'entretien, etc. Donc pour un résultat qui sera ridicule. Grâce à son activité parallèle de négoce, le jeune exploitant pourra malgré tout limiter la casse, ce qui ne sera pas forcément le cas pour les 6 000 agriculteurs d'Île-de-France, dont un tiers étaient déjà en difficulté. Et puis, pas de confident, nombre de Japonais, des adolescents aux seniors ressentent le besoin de parler à des oreilles neutres sans pour autant aller s'allonger sur le divan d'un psychanalyste. La solution, louer un brave type. Reportage. Ce soir, Nodoka, 24 ans, a rendez-vous avec un homme de 2 fois son âge. Ni ami, ni prétendant, Takanobu Nishimoto est un homme à louer, en tout bien tout honneur. C'est la 2e fois qu'elle a recours à ses services, car ce qui lui plaît dans cette relation, c'est l'honnêteté qu'elle peut avoir avec cet inconnu. Il y a le moi avec mes amis, le moi en famille, le moi avec mon petit copain. J'ai créé un moi en fonction des autres. Ici, tout ça explose, du fait que je parle avec quelqu'un que je ne connais pas. Et grâce à lui, j'ai l'impression de mieux me comprendre. Quand il a lancé son service, Nishimoto l'a fait un peu comme une blague. 4 ans plus tard, il gère une 40aine de demandes par jour et une escadrille de 60 hommes est répartie sur l'ensemble de l'archipel. Le prix du rendez-vous, 1000 yens de l'heure, soit environ 8 €. Une somme symbolique qui formalise selon lui la relation.
Le fait de recevoir 1000 yens est finalement une bonne chose, car ça implique de devoir garder une posture sérieuse, d'aborder les choses de manière professionnelle. Le client, de son côté, est aussi en droit de me dire « je te paye, donc tu m'écoutes ». 35 millions d'individus se croisent chaque jour à Tokyo. Mais dans une société très hiérarchisée où la pudeur est une règle, la communication spontanée peut être compliquée, même avec un proche. Quand on est confronté à quelque chose de nouveau en soi, c'est difficile d'en faire part à quelqu'un car il n'y a pas tout le temps le bon interlocuteur dans les relations existantes. On se demande comment on peut se livrer si on ne risque pas de gêner l'autre. Du pêcheur solitaire à l'ado rêveuse, en passant par le malade en phase terminale, Monsieur Nishimoto a connu toutes sortes de clients. Au total, il a loué ses services à plus de 3000 individus. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très bientôt.